Nous sommes le jeudi 30 janvier 2025, ici Danick Julien. Voici votre bulletin d'information Info-CJSR de la semaine. Cette semaine, nous nous déplacerons au bureau de la Régie verte afin d'en apprendre plus sur le projet certifié Régie. L'auteure de Pont-Rouge, Sophie-Corinne Benoît, a lancé le 3e tome de cette trilogie Un coin de terre. Elle sera avec nous en studio. Aubert Tremblay nous réserve un reportage sur une rencontre en acériculture survenue à Cap-Santé en janvier. Arthur nous réserve un reportage sur le club unique de Pont-Rouge. Et finalement, François Lessard du club de motoneige de Saint-Raymond sera des nôtres. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 11 janvier dernier, Aubert Tremblay était à la Maison des générations de Cap-Santé pour un salon sur l'acériculture. Vous n'êtes pas sans savoir que les territoires de Portneuf regorgent d'érablières. Voici ce que Aubert a appris lors de sa visite. On organise des journées acéricoles depuis plus de 40 ans au MAPAC. On a commencé dans les cabanes à sucre, on est rendu dans des salles plus grandes. On a 12 journées acéricoles au niveau du Québec. On va faire un peu d'histoire d'invasion biologique. Vous allez voir que c'est pas clair. Ça a évolué avec le temps. À l'époque, on avait quelques kiosques dans le fond de la salle. On essaie de gérer les deux ensemble. Maintenant, on parle plus pratiquement d'un salon, un salon d'exposants avec une salle de conférence. On a la même formule à peu près partout. Ça permet d'aller chercher l'information au niveau des équipementiers. De mon côté, j'organise celle de Cap-Santé avec le club acéricole, Madame No. Le club existe depuis 1994 pour la région de Portneuf, mais qui regroupe en réalité de la capitale nationale jusqu'en Mauricie. On a à peu près, bon an, mal an, autour de 80-85 membres. Ce qu'on fait en réalité au niveau du club, c'est d'amener un soutien, que ce soit un soutien au niveau production ou un soutien au niveau de la qualité du sirop d'érable. C'est un membership là, qui est volontaire. La façon que ça fonctionne, il y a ce qu'on appelle les réseaux agri-conseils. Les réseaux agri-conseils, eux autres, là, c'est pour toutes les productions agricoles. Notre production agricole, en ce qui nous concerne, ben, le producteur peut aller chercher pour un producteur conventionnel 50% de subvention. Cette subvention-là vient rencontrer mes honoraires. Ou s'il est producteur biologique, là, c'est 65% de subvention qu'il peut aller chercher. Les producteurs, ça va de 500 entailles à 130 000 entailles environ. Là. C'est un succès année après année. On a des assistances records. C'est pas juste les membres du club là, qui s'en viennent ici. Là. C'est tous les producteurs acéricoles sont invités à venir ici. Quand je dis producteurs acéricoles, tu as 2 érables en avant de ta maison, puis tu veux les entouiller, ben, tu peux venir aussi, là, puis venir jaser avec des gens. Là. Puis là, il y a combien de participants aujourd'hui? Aujourd'hui, on m'a dit tout à l'heure, on était autour de 110-111 personnes. On offre des vestes pour acériculture. Ça s'enfile comme un manteau. On est à Saint-Côme-Linière. Ah, Saint-Côme-Linière. OK, vous n'êtes pas dans Portneuf. Non. Un petit velcro ici pour les petites pièces. Uh-huh. De chaque côté, on a une courroie pour mettre des chutes. Ah oui, bien exactement, oui. Les poches, ils sont battantes. Fait que quand ils sont pleines puis qu'on se penche, ben ils se videront pas.
On a la bannière AgriZone à l'intérieur de notre bannière BMA, qui est la partie agricole et acéricole. Donc, on vend les cannes de sirop d'érable, entre autres. Et tout ce que les gens ont besoin pour réparer, entailler, transformer, emballer et nettoyer. CDS, c'est un manufacturier, un distributeur d'équipements acéricoles au Québec. Donc, on fait l'installation, puis la vente, l'expertise de tous les équipements acéricoles. De l'arbre jusqu'au baril de sirop. Puis ça, c'est basé où? La maison mère est à Saint-Lazare-de-Bellechasse. Nous, notre magasin pour la région aussi est situé à Portneuf. Nous, on offre plusieurs services. Les producteurs agricoles peuvent nous contacter soit pour avoir des travailleurs étrangers temporaires ou pour de la main-d'œuvre locale. Puis les chercheurs d'emploi peuvent nous contacter pour se trouver un emploi en agriculture. Donc, on promouvoit aussi les emplois agricoles. Technoforêt Énergie, c'est une compagnie qui a développé un brûleur, qui est le brûleur Vesta, pour une insertion dans des évaporateurs. Peu importe l'évaporateur qui est sur le marché, c'est un brûleur au copeaux. Ce brûleur-là, on l'insère à la place du brûleur qui est existant dans l'évaporateur. Puis, fait que l'évaporateur tombe avec un brûleur au copeaux. Le Centre provincial d'expertise, on commence à offrir des services de production de plaquettes de bois directement chez les acériculteurs. Je travaille dans l'innovation de la sériculture. On pousse sur des produits qui sont plutôt innovants. On amène des nouvelles manières de travailler. On se casse la tête à essayer d'améliorer la sériculture. Et ici, on a le Perfecto, un outil qui permet d'optimiser l'entaillage puis l'entaillage des érables pour faire des trous plus droits. Pas besoin de monter le plateau, puis complètement stainless, ça va assez bien pour la laver. On est lac mégantique, on vend surtout en ligne, on expédie partout dans l'Amérique du Nord aussi, il y a d'érable. Depuis une dizaine d'années, on a introduit tout ce qui est érablière, qui est de l'installation de fibres optiques entre la pompe et les bouilleuses. Et en même temps, on est capable d'avoir des caméras de surveillance ou des contrôles de base pour partir les pompes à distance. LS Bulodo, tous les produits acéricoles, on a aussi des systèmes de chauffage et on fait de l'industriel commercial. On a une usine qui est située à Neuville, sur l'autoroute 40, et la maison mère est à Saint-Éphrem-en-Beauce. Dominion Engrim, c'est une entreprise centenaire. La maison mère est à Anjou, Montréal. Par contre, on a des usines un peu partout dans différentes régions. On offre tout, de la tubulure à aller jusqu'aux les osmoses, les bouilleuses, les bassins. On peut offrir de tout pour le sériculteur. On vend les produits DS Nestor. Ensuite, on fait des reconstructions d'évaporateurs, on fait des modifications au goudrel BHE et on offre aussi le service en forêt, installation, entaillage, fuite, désentaillage. Et vous êtes basé où? À Pont-Rouge. Le système de pompage, c'est pas des pompes à vacuum, c'est pas des pompes de transfert, je vous ai dit tantôt, les équipements. C'est le 26 octobre 2023 que j'ai parlé avec Sophie Corinne Benoît pour la première fois de sa série de livres nommée Un coin de terre. À l'époque, elle lançait son premier tome et depuis, elle a complété la série avec 3 tomes. Elle est avec nous ce soir. Sophie Corinne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres pour parler d'un coin de terre. Je fais un petit récapitulatif de ce qu'on s'était dit là, en octobre 2023. Vous me disiez là, que votre série de livres se passait dans le contexte de la grande famine irlandaise, alors que beaucoup d'immigrants, on le sait, arrivent au Québec. Il faut comprendre que votre série de livres, c'est un roman historique. Donc, on s'inspire de faits historiques qui sont arrivés. Pouvez-vous nous parler un peu, là, justement, des personnages qu'on peut retrouver dans la série que vous avez faite? Il y a le personnage principal, Simus McKee, qui est un Irlandais, qui débarque à Montréal en plein été noir. Donc, le premier, c'est une intrigue policière. Donc, le premier, c'est la quarantaine, si on veut. Ça s'inspire du fait réel que il y a une épidémie de typhus. Puis, à cette époque-là, même le maire de la ville est décédé du typhus en novembre. Donc, j'ai créé une atmosphère de grogne, de colère, de beaucoup de règlements de compte
Donc, à partir de là, il y a beaucoup de disparitions, de crimes que les personnages doivent résoudre au cours de la série. Votre personnage principal, c'est un agent double. Oui. Vous me parliez justement lors de votre contexte. Il y a la mafia irlandaise, je crois mais dans le fond, aussi. quand il arrive à Montréal, c'est un adolescent, mais il n'est pas encore agent double. Il va l'être dans sa première mission d'infiltration, qui est dans le tome 2. Donc, la mafia irlandaise, lui, est très présente dans le tome 1, ce qui va causer aussi tous les règlements de compte. Pourquoi le contexte que vous avez choisi, c'est celui-là de l'été noir, en fait, des Irlandais là, qui arrivaient au Québec? Pourquoi vous avez choisi ce contexte-là? Parce que en creusant, j'ai vu aussi que les Irlandais, il y avait un gros impact dans notre culture. Puis, j'ai trouvé beaucoup de faits historiques par rapport à eux. Donc, l'épidémie, justement, l'immigration. Dans le tome 2, il y a une émeute. Puis, dans le tome 3, c'est la révolte des Feignants. Donc, il y a toutes des éléments croustillants, des redonds. Pour ceux du public qui ne connaissent pas la révolte des Feignants, qu'est-ce que c'est? C'est des révolutionnaires irlandais qu'eux autres viennent des États-Unis. Puis, à cause de la guerre de sécession, puis du résultat de la guerre de sécession, ils ne sont pas contents. Donc, ils veulent, eux autres, se venger des Britanniques et s'emparer de leur colonie. OK. Et c'est donc ce dont traite là, votre troisième tome? Oui. Donc, Simus va infiltrer des Feignants dans le tome 3. OK. Et puis, au niveau du tome 3, je vois qu'il est en 2 parties. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Oui, bien, il y avait une petite centaine de pages de trop pour la grosseur du livre. Donc, je l'ai coupé en 2. Alors, aussi simple qu'une réponse pratique. Sophie Corinne, vous écrivez des romans. Vous aviez justement écrit un roman à saveur historique dans le contexte de la déportation des Acadiens. C'était votre premier roman. Oui, c'est mon premier. Le Chagrin acadien. Le Chagrin acadien. Et là, j'ai pas le choix de vous demander la question parce que vous avez fait justement 2 gros faits historiques de l'histoire de la Nouvelle-France, on va dire, là, de l'Amérique du Nord. Est-ce que vous pensez justement à d'autres contextes historiques pour une prochaine Oui, j'ai un autre. Ben, il est en développement, évidemment. Là. J'ai une autre idée de roman historique, mais ça avait juste un tome. Donc, un stand-alone, comme l'anglicisme le dit si bien. J'aimerais savoir, parce que vous, dans la vie de tous les jours, vous êtes éducatrice auprès des enfants. Oui. Quand trouvez-vous le temps pour écrire, premièrement, et puis comment vous trouvez votre inspiration? Comment je la trouve, c'est, mettons, dans mes recherches, souvent, quand j'écris un livre, ben, je fais des recherches. Puis là, je vois une idée, puis je fais « Ah, je pourrais faire ça aussi. Ah, puis il y a ça. » Puis des fois, nos légendes aussi, qui m'inspirent beaucoup. Puis là, j'ai découvert le côté policier, puis j'aime vraiment ça. Donc, ça va se tendre vers un petit peu plus de policiers. Donc vous allez poursuivre dans le style roman policier. Oui, mais toujours un petit peu plus. Des fois, il y a un petit peu plus de romance, des fois un petit peu plus de contemporain. Puis ben, je vais explorer aussi mes zones de confort. Et une chose qui était intéressante, avant de faire l'entrevue, vous me disiez, quand vous avez fait votre série Un coin de terre, parfois vous avez fait justement la conception des livres, en fait pas un à la suite de l'autre, mais tous en même temps. Oui. C'est un processus créatif qui est assez intéressant. Bien, quand j'écris une scène, souvent ça vient en bulle, si on veut. Mm-hmm. Puis une scène enchaîne une autre scène. Donc, je me promène d'une scène à l'autre. Puis ensuite, en fait, j'écris sur mon téléphone beaucoup maintenant. C'est pour ça que ça va vite pendant des fois, la sieste des amis.
mettons, ma journée de congé. OK, vous avez l'inspiration toujours présente, à portée de main. Fait que souvent, avec mon ordinateur, je vais juste mettre les bonnes scènes à la bonne place. C'est intéressant. Oui, quand j'ai terminé d'écrire mon tome 1, il y avait à peu près la moitié du tome 2 d'écrit. OK. Ça allait très vite. Donc, de cette façon-là, les éléments se suivent bien dans votre livre. J'ai une autre question à propos de la série, parce que ça paraît pas, là, mais 3 livres, c'est un travail colossal. Comment vous êtes senti, là, un coup, il y a 2 semaines, faire le lancement de votre dernier tome? Comment vous êtes senti d'avoir terminé cette série-là? Un petit peu vide. J'étais beaucoup attachée à mes personnages, évidemment, mais je pense que j'ai quand même réussi à leur trouver une fin qui est plutôt satisfaisante pour certains. Plutôt satisfaisant. Plutôt qu'il le méritait bien, cette fin-là. Alors, comment les gens peuvent-ils se procurer vos livres? Auprès de moi, puis aussi sont en vente en ce moment La Liberté à Québec. Alors, je sais également qu'à la librairie La Liberté, vous allez avoir quelque part en mars une séance de dédicace. Oui, pour la Saint-Patrick, le 15 mars. Entre 14 et 16 heures. Exactement. Alors, l'invitation est lancée pour venir justement vous voir, se procurer vos livres. Sophie-Corinne Benoît, merci beaucoup de vous être prêtée au jeu de l'entrevue pour ce soir. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. À bientôt. Dès que vous avez un prochain livre, là, vous nous lancez un petit coup de fil et on va vous réinviter assurément. Alors, je rappelle Sophie-Corinne, là, qui est originaire de Pont-Rouge et qui est l'auteur de la série de livres Un coin de terre. Au retour de la pause, on fait un retour sur le lancement du projet Super Voisin, chapeauté par le comité Vas-y, restez des nôtres. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Ne cherchez pas Nicole. Depuis qu'elle est à la retraite, elle prépare des milliers de plats pour les gens dans le besoin. Impressionnant pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait un lunch en 35 ans de carrière. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. Alors, on poursuit dans le bulletin d'information. Vous avez entendu parler depuis le début de l'année du projet Super Voisin, initiative du comité Vas-y. C'est vendredi, le 24 janvier, que Myriam Côté, coordonnatrice du projet, Gabriel Paquin, chargé de projet, et François Drolette, responsable du comité Vas-y, ont procédé au lancement de ce projet-là. Super Voisin vise à inciter les citoyens à demeurer bienveillants envers leurs voisins en leur offrant de l'aide pour quelques petits services. Voici d'ailleurs la chargée de projet, Gabriel Paquin, à propos de ce qu'est un super voisin. L'idée des super voisins, c'est des petits gestes au quotidien. Donc, on ne cherche pas des bénévoles qui vont faire ça de telle heure, à telle journée. Non, c'est vraiment tout le monde, on peut faire la différence. Que ce soit un petit geste de la main, un sourire, dire bonjour, prendre des nouvelles, c'est vraiment des petits détails qui peuvent changer la journée d'une personne. Quand on a vu personne depuis une semaine, que notre voisin nous dise bonjour et que ça nous fait chaud au cœur, que ça nous fait du bien. Donc, nous, dans les avantages qu'on a, les super voisins, ils n'ont pas d'horaire à respecter, ils n'ont pas de minimum d'heures, ils n'ont pas de minimum de service et les gens, ils choisissent qu'est-ce qu'ils sont à l'aise ou non de faire. On n'oblige personne à aller sortir les poubelles d'un voisin s'il n'est pas à l'aise.
c'est propre à chaque individu. Dans nos avantages, bien, évidemment, nous, c'est un service qui est gratuit parce que c'est basé sur l'entraide, le volontariat, mais on peut aussi avoir des groupes. Si quelqu'un dit, ben, tu sais, c'est intimidant d'être tout seul puis de dire, je vais aller voir mon voisin, bien, des fois, on peut avoir accès à des groupes, nous, on peut les créer, on peut greffer les personnes au groupe. Évidemment, ben, on est dans le bain du communautaire, donc on connaît les ressources, c'est facile pour nous de référer. Tout ce qui est aussi, c'est pas contraignant, dans le sens où nous, on demande à personne de changer son horaire. On sait que tout le monde a une grosse vie chargée puis que c'est compliqué. On est juste là pour semer la petite graine de « Hey, c'est vrai, je pourrais aller dire bonjour à mon voisin, je pourrais juste prendre des nouvelles. Ça me coûte rien, ça change rien, une fois de temps en temps, c'est spontané. » Afin de bien pouvoir diriger les super voisins qui embarqueront dans l'initiative, les organisatrices ont créé des types d'implications qui répondent au degré d'implication que chaque individu a envie d'accomplir. Donc, je parlais qu'on a plusieurs types d'implications. Donc, on a séparé nos super voisins en 3 catégories. On a l'éclairé, le dynamique et le rassembleur. Donc, pour simplifier, l'éclairé, c'est vraiment un peu madame tout le monde. C'est nous autres ici. Bien, on se dit, bien, c'est des petits sourires, des petits gestes, prendre des nouvelles, on prend d'aller une marche, prendre des petits gestes. Tandis que le dynamique, lui, il va rendre des services. Est-ce que je peux vous aider avec votre chien? Est-ce que je peux, je sais pas, vous aider avec votre jardinage? Sortir les poubelles? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Puis il va vraiment être impliqué avec la personne, puis il va aller rendre des services. Et notre rassembleur, c'est notre porte-parole, c'est celui qui recrute des super voisins qui croient très fort au projet et aussi qui va créer des activités, qui va mettre en branle des activités pour son voisinage. Avant le lancement officiel du projet Super Voisins, les organisatrices ont mis en place un concours de bande dessinée dans les écoles secondaires de Portneuf pour illustrer une affiche qui sera utilisée comme vitrine du projet. Les élèves participants avaient accès à 5 scénarios de super voisinage créés au préalable par les organisatrices. Lors du lancement, la bande dessinée gagnante a été annoncée. Voici comment ça s'est produit. Tu peux venir, Elio? Donc, ici, on a l'histoire. Vous avez choisi l'histoire de Gabrielle et Muriel. En fait, Gabrielle était super voisine dans le temps qu'elle vivait à Deschambault. Ouais. Et elle nous a raconté son histoire, on l'a mis en texte. Et toi, tu en as fait un scénario BD? Oui. Puis Héloïse a fait le dessin à l'aquarelle en plus. C'est... Ben oui, bravo! Donc, ils sont de l'école secondaire de Donnacona, secondaire 5, c'est ça? Oui. Oui. Puis, j'ai trouvé vraiment professionnel. Donc, ça va devenir notre nouvelle affiche là, à diffuser partout dans Portneuf. Vous allez la voir passer. On va l'afficher partout. Donc, félicitations. Merci. Là, on était censé avoir Vincent Caron pour te remettre un prix. Sache que ça vient de lui. Mais Merci. On a François Drolet qui va te remettre les prix de participation. On a eu. Donc, pour Elio puis Héloïse, qui ont travaillé ensemble, on a un montant pour chacun d'eux, OK, de 200 $. Merci beaucoup. Elio, je pense qu'il nous a dit qu'il voulait peut-être en faire une carrière éventuellement. Fait que, à bon escient, jette-toi de l'équipement, puis c'est ça. Fait que, ben, en vrai, moi... Regarde, tu peux nous parler là? Bon. Ben, moi puis Héloïse, on est en train de travailler sur un roman graphique ensemble. Fait qu'on va pouvoir utiliser cet argent-là pour mettre ça dans notre projet. Puis c'est dans notre plan de le publier. Fait que c'est déjà vraiment cool de savoir que notre projet peut toucher des gens puis que ça s'en va quelque part pour de vrai, notre affaire. Fait que je suis vraiment content. Merci beaucoup. On poursuit dans le bulletin d'information. Plus de 850 000 dollars ont été alloués dans Portneuf pour l'électrification du transport scolaire. C'est ce qu'on apprend dans un communiqué de presse de Vincent Caron, le député de Portneuf. Au total, ce sont 863 959 dollars qui sont alloués dans la circonscription de Portneuf par la ministre des Transports, Mme Geneviève Guilbeault, et par le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette. À Saint-Raymond,
Bus Saint-Raymond reçoit près de 600 000 pour l'achat et l'installation de 5 bornes de recharge alimentées par une entrée dédiée. Également, près de 300 000 sont alloués à Transport Jacques-Cartier pour l'achat d'une autre de ces bornes ainsi que pour son installation. On rappelle que le gouvernement du Québec désire accompagner les transporteurs scolaires dans l'électrification de leurs véhicules. Le gouvernement du Québec désire que 65 % de ces véhicules soient électriques d'ici 2030. Le club de natation unique organisait lors de la fin de semaine du 25 et 26 janvier l'invitation unique. Samedi, lors de la compétition provinciale, 134 nageurs ont performé. Voici le reportage d'Arthur Bordelot. Durant la journée du 25 janvier avait lieu l'invitation unique 2025 des Fonderies La Roche, une compétition de natation civile à la piscine Lynn-Beaumont à Pont-Rouge. Un total de 134 nageurs de 10 à 16 ans y ont participé. Dans le fond, aujourd'hui, samedi, on reçoit 6 clubs de l'extérieur. Il y a des clubs de Chaudière-Appalaches, des clubs de la région de Québec qui sont ici. Au total, c'est 134 nageurs du circuit provincial qui s'affrontent cet après-midi, et ainsi que cet avant-midi, il y avait d'autres compétitions qui se tenaient aussi. C'est des compétitions qui se tiennent pour nos nageurs là, tout le long de l'année. Entre autres, le club école maintenant compte 20 nageurs là, pour le club unique. Puis le club principal, lui, compte 42 nageurs. Les nageurs du club principal peuvent participer jusqu'à une quinzaine de compétitions de niveau provincial, comme ce qui se tient aujourd'hui ici. Puis le circuit régional, lui, compte 7 événements tout le long de l'hiver. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs nages qui sont en compétition. Fait que donc, c'est les 4 nages olympiques principales. On retrouve le style libre, aussi appelé le crawl. Nous avons le dos, ainsi que la brasse et le papillon, évidemment. On connaît bien le papillon ici à Pont-Rouge parce que 2 de nos grandes athlètes ont été des spécialistes canadiennes au niveau du papillon, soit Audrey Lacroix et Catherine Savard. Donc aujourd'hui, ces 4 nages-là vont être réalisés sur différentes longueurs. Donc au cours de la journée, on va avoir des 50 mètres, des 100 mètres, des 200 mètres, ainsi que des 400 mètres. Puis on termine toujours les sessions avec des relais 4x50 en équipe. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, c'est une compétition où le club unique est l'hôte. Et puis, c'est organisé grâce à nos précieux commanditaires. Vous voyez derrière notre commanditaire principal, la fonderie La Roche. On remercie également nos autres commanditaires qui sont Maxi, Pilza Salvatore de Pont-Rouge, la ville de Pont-Rouge, Nation Sport, qui est un fournisseur d'équipements sportifs, ainsi que l'ANQCA, c'est l'Association de natation Québec Chaudière-Appalaches. Le lendemain de la compétition provinciale avait aussi lieu la compétition régionale, accueillant 175 participants. C'est les nageurs qui débutent plus de leur carrière de natation. Fait que normalement, là, à partir de 11 ans, s'ils ont assez d'expérience, là, ils vont migrer vers le niveau provincial. Mais normalement, les 11 ans et moins, puis les nageurs qui ont peu d'expérience vont commencer au niveau régional. Là. C'est des compétitions dont le calibre est moins élevé aussi. Là. Puis à l'âge que nos nageurs ont encore, c'est ce qui est important, c'est beaucoup la compétition face à soi-même. C'est dans le fond, ce que les jeunes font, c'est qu'ils s'encouragent entre eux afin d'améliorer eux-mêmes leur propre temps. Fait que dans le fond, leur propre... ils savent, l'exemple, au 100 mètres crawl, c'est quoi leur temps de référence qu'ils ont fait avant. Puis, il existe aussi au niveau provincial un grade plus haut là, qui s'appelle la Coupe Junior Québec. Là, il existe on va dire, des temps de référence. Nous, on appelle ça des standards. Fait que dans le fond, il existe des temps de référence qui vont donner accès à des compétitions, là, on va dire, de calibre final provincial, disons. En fait, il n'y a pas de limite d'âge pour nager avec un club civil comme ça. Il y a des nageurs qui pourraient avoir 25 ans puis nager avec le club là, sans problème. Mais à un moment donné, dans les compétitions, les compétitions à faire par groupe d'âge, c'est comme ici, là, mettons, tu ne peux pas participer si tu as 17 ans, là, mettons. Mais au festival par équipe, le festival par équipe, là, ça, il est vraiment illimité. C'est 11 ans et plus, tout le monde. Fait que là, il y a même des coachs qui participent.
Mettons, le circuit provincial, là, il y a 14 compétitions au total. Fait que il n'y a pas beaucoup de nageurs qui les font les 14, là, parce que, comme je te disais, là-dedans, je compte aussi les finales provinciales. Mais ils vont faire à peu près tous, là, peut-être une dizaine de compétitions là, entre septembre et juin. Puis le circuit régional, ben lui, dans le fond, là, comme là, ce que nous avons demain ici, c'est la régionale numéro 3. Fait que le circuit régional, là, il y a 5 événements régionaux à différents endroits. Puis il y a une finale régionale là, qui s'appelle, je pense, la Coupe des régions, là, mais c'est la finale régionale. Fait que là, pour ceux qui ont nagé dans les régionales, ben là, c'est un événement avec un petit peu plus d'envergure, là, la finale à la fin de l'année. C'est comme le dernier événement pour eux aussi. Les jeunes vont nager, exemple, entre 3 et 5 nages aujourd'hui chacun. Puis, toutes ces nages-là, dans le fond, pour chacune de ces nages-là, bien, là, il y a des podiums qui vont se donner par âge, par catégorie d'âge. Fait que tout le monde est regroupé, exemple, les 11-12 ans, 13-14 ans, ainsi de suite. Puis, il y a des podiums qui vont se donner avec des médailles aux 3 meilleurs de chaque catégorie. Fait que dans le fond, c'est au total des points. Ça ne se passe pas nécessairement à chaque vague là, qu'il y a des gagnants. Dans le fond, c'est une fois que tout le monde a fait son temps, c'est là qu'on sait qui sont les trois récipiendaires des médailles. La Régie verte a lancé en 2023 la certification Régie. Le but, c'est d'inciter les entreprises d'ici et les municipalités, par exemple, à adopter des pratiques plus éco-responsables. Je me suis rendu à la Régie verte mardi pour en apprendre plus sur l'initiative. J'ai réalisé une entrevue. Ici Denis Julien, on est présentement à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, communément appelée Régie verte, avec David Loranger-King, directeur général. Bonjour. Bonjour. Également avec nous, Isabelle Courtois, qui est agente de support usagers. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on parle aujourd'hui du programme certifié Régie qui a été annoncé lors de l'automne 2023, mis en pratique à partir de février 2024. Isabelle, vous êtes bien impliquée dans ce projet-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, dans le fond, le programme certifié Régie, c'est un programme que la Régie voulait mettre de l'avant pour reconnaître, pour encourager les entreprises à mieux gérer les matières résiduelles. On se rend compte qu'en entreprise, c'est pas évident toujours de savoir qu'est-ce qu'on met, comment qu'on fait notre tri. Donc, la Régie offre, dans le fond, le service clé en main. On se présente en entreprise, on va faire le diagnostic complet. Ensuite, selon le nombre d'actions qui a été implanté à l'interne, on va pouvoir accorder une certification sur 3 niveaux. Donc, dépendamment du niveau atteint, on va donner un niveau engagé, un niveau performant ou un niveau ambassadeur. Puis pour les entreprises, ce qui est le fun, c'est que ça leur donne beaucoup de visibilité. Hein? C'est ça que nous, on peut offrir, c'est de la visibilité. Puis on est gagnant là-dedans. Nous, à la Régie, on réduit toujours le tonnage à l'enfouissement, donc le taux de déviation est augmenté là, par conséquent. Alors, David, vous êtes le directeur général de la Régie. Une initiative comme ça qui implique les entreprises, en quoi c'est important là, pour vous? Bien, c'est important pour nous parce que tous les citoyens là, du territoire ont leur bac de différentes couleurs pour faire le tri à la maison, mais on constatait là, année après année là, que des fois, dans les entreprises, c'était plus difficile au niveau des matières. Donc, c'était vraiment pour donner du support à tout le volet, dans le fond, des entreprises, des institutions, des commerces sur le territoire qui n'ont pas nécessairement à l'interne l'expertise pour être bien au courant de faire le bon tri. Puis, il y a beaucoup de volume de matière qui provient de ce secteur-là aussi. Donc, pour nous, c'était intéressant là, de les sensibiliser à s'améliorer puis de récompenser finalement les bonnes pratiques là, dans ce domaine-là pour être en mesure de les faire rayonner, si vous voulez, là, sur l'ensemble du territoire. Là. Donc, de ce que je comprends, on parle quand même de... Quand on est dans une entreprise, on ne parle pas nécessairement de recycler la production, mais plutôt le recyclage courant qu'on ferait dans notre maison, de le faire exactement de la même façon dans l'entreprise dans laquelle nous travaillons. C'est ça?
Bien, dans le fond, oui, en partie, on va se concentrer déchets, recyclage, compost. Donc, on va implanter des collectes de matières organiques, par exemple, surtout dans les restaurants, les épiceries. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller dans cette direction-là. Mais par contre, on va aussi implanter des mesures peut-être de réduction à la source. On peut peut-être suggérer des projets d'économie circulaire. Donc, les rejets des uns deviennent la matière première des autres. Donc, on va vraiment faire un diagnostic complet. Ce n'est pas juste mettre ton papier dans le recyclage, ton carton dans le recyclage. On va vraiment s'adapter aux besoins de l'entreprise. Donc, dépendamment du type d'entreprise, que ce soit une industrie, un commerce, un restaurant, un casse-croûte, on va vraiment là, adapter nos procédures pour simplifier la vie là, de l'entreprise directement. Et Isabelle, je continue peut-être avec vous. Vous nous avez parlé de 3 niveaux tout à l'heure. Le niveau ambassadeur, c'était le niveau final, je crois. Pouvez-vous peut-être nous parler de ce niveau précisément? Qu'est-ce que c'est exactement? Dans le fond, le niveau ambassadeur, c'est notre plus haute échelle là, qu'on peut obtenir. C'est 6 actions implantées dans l'entreprise qui va donner, dans le fond, un niveau ambassadeur. Donc, les actions, c'est varié, ça dépend des entreprises. Ça peut être un bureau qui se fait une station de café zéro déchet. Ça peut être un restaurant qui commence à récupérer de la matière organique. Donc, tout ça, ce sont des actions. À 6 actions, on a une certification ambassadeur. La certification, elle est bonne pour 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on fonctionne avec les actions qu'on a en cours. La régie n'arrête pas d'exister pendant ces 2 ans-là. Là. Donc, on continue d'accompagner les entreprises s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin d'affichage, s'il faut donner de la formation aux employés. On s'occupe de tout. Puis, dans 2 ans, bien, on revisite, puis on regarde où on est rendu dans nos actions. Peut-être que dans 2 ans, on ajoutera un échelon, on ajoutera un niveau platine ou quelque chose pour encore plus bonifier là, ce programme de certification-là. David, au niveau de la réception, est-ce que vous savez si les entreprises ont embarqué dans le projet jusqu'à présent? Oui, bien, jusqu'à présent, oui, la réponse est très positive. Puis évidemment, bien, l'idée, c'est de faire connaître le programme. Je sais qu'Isabelle me disait là, qu'on est rendu à 32 entreprises, là, toutes catégories confondues, là, qui ont fait des démarches, donc 15 qui ont déjà obtenu leur certification. Donc, on voit qu'il y a quand même un certain engouement là, de ce côté-là. C'est sûr que je pense qu'il y a peut-être encore des freins, une réticence un peu là, au niveau de... les gens pensent peut-être que c'est compliqué, alors qu'avec l'accompagnement de la régie, honnêtement, là, ça facilite beaucoup, beaucoup le travail. Puis il y a aussi des gains à réaliser au niveau financier, parce que l'entreprise qui réduit son tonnage va réduire aussi éventuellement là, sa facture là, de gestion des déchets là, dans les années subséquentes. Donc, ces 2 niveaux-là doivent être compris pour susciter peut-être un engouement encore plus important, là. Donc, sur les 15 qui sont déjà certifiés, Isabelle, est-ce que vous avez quelques exemples d'entreprises qui ont embarqué dans le projet jusqu'à présent? Oui, bien, d'abord, on a plusieurs municipalités qui, d'emblée, ont déjà levé la main dès les débuts pour dire « Moi, je veux être certifié ». On parle de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. J'ai la municipalité de Saint-Ubalde qui va recevoir là, bientôt sa certification. Deschambault-Grondines. Donc, c'est toutes des municipalités qui ont décidé d'embarquer dans le projet. Il y a l'Alcoa. L'Alcoa, 500 employés à peu près, là. Donc, c'était un gros projet à l'Alcoa. On l'a travaillé pendant 1 an avant d'avoir la certification. Donc, ça, c'est une belle victoire pour nous, puis pour l'Alcoa aussi, effectivement. J'ai des casse-croûtes, par exemple, le restaurant chez Denise à Shannon. J'ai des entreprises en construction, comme Construction Côté Fils à Saint-Raymond. Donc, c'est vraiment varié. Hein? Ça peut être une entreprise, des bureaux d'avocats, un cabinet, peu importe. Il y a de la matière, il y a du tri, ils ont des déchets comme tout le monde. C'est pas besoin d'être un restaurant nécessairement qui va bénéficier, par exemple, d'une collecte de matière organique. Donc, la liste est longue. Comme David disait, on en a 32. Donc, il y en a qui ont déjà débuté. Il y en a qui sont rendus à mi-chemin. Il y en a qui sont tout près d'être certifiés. Puis, j'ai des demandes qui rentrent là, à chaque semaine, qui lèvent la main, qui disent « Hey, j'aimerais ça, moi aussi, voir là, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans mon entreprise. » Et comment font les entreprises pour justement lever la main, comme vous le dites? Ils communiquent directement avec vous?
Oui, c'est ça. Donc, téléphone, courriel, vous appelez à la régie. Bien souvent, c'est une entreprise qui va me contacter pour une autre raison. Donc, ils ont des problèmes de gestion, ils ont les conteneurs de déchets qui débordent, ils ne savent plus quoi faire. C'est sûr que moi, c'est une porte d'entrée. Donc, on va gérer ça au téléphone. Je vais leur offrir le programme de certification. Je vous dirais que pas loin de 50 des cas d'entreprise ont été approchés de cette façon-là. Puis ensuite, c'est du bouche à oreille, c'est de la visibilité, c'est les journaux, la page Facebook, les municipalités. Donc, c'est tout ça ensemble qui fait en sorte que les entreprises sont au rendez-vous. Là. Alors, le projet est maintenant à 1 an et demi depuis son annonce là, en 2023. C'est quoi la suite? Parce que je sais que vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter au programme Certification Régie. Qu'est-ce qui s'en vient? Bien, dans le fond, oui, je l'ai mentionné tantôt, là, un 4e échelon peut-être pour les ambassadeurs qui ont déjà leur certification. Ça serait intéressant d'aller encore plus loin. J'aimerais ça aussi inclure une certification parallèle à la certifiée régie pour les événements. Donc, des événements éco-responsables. On parle de festivals extérieurs. On parle de toutes sortes d'événements qui sont organisés là, sur le territoire de la régie. En collaboration aussi avec les MRC. Donc, on veut mettre de l'avant un programme d'événements éco-responsables. Et, primeur, nous pensons organiser peut-être un gala, donc vraiment un événement qu'on convierait les certifiés pour assister à un gala où on pourrait là, vraiment ajouter une récompense supplémentaire pour les entreprises qui sont vraiment démarquées ou qui ont vraiment là, mis en place là, des mesures exceptionnelles. Donc ça, on regarde ça là, pour automne 2025. Donc, on aimerait bien ça mettre ça de l'avant là, cette année. Merci beaucoup, Isabelle. David, est-ce que vous avez quelque chose à dire là, en terminant concernant le programme certifié Régie en tant que directeur général? Merci. En fait, c'est juste de reconnaître, comme on parlait tout à l'heure, des entreprises là, qui ont déjà commencé là, soit à être certifiées ou s'inscrire au programme, puis de pas sous-estimer, là, si on peut dire, le cumul de tous les gestes qui peuvent être faits là, dans le quotidien. C'est un peu ça qu'on cherche à faire valoir, c'est que la matière résiduelle, quelque part, on en génère tous. C'est l'affaire de tous, c'est pas juste à la maison. On veut que les commerces aussi là, effectuent, si vous voulez, le changement là, des actions pour permettre de continuer de réduire les déchets et qui vont être éliminés ou qui vont être envoyés à l'enfouissement, surtout lorsque on a un débouché là, pour ces matières-là qui sont recyclables ou compostables. Donc, dans le fond, c'est vraiment cette idée-là là, qu'on cherche à faire avancer là, auprès des acteurs du territoire. Puis, comme dit Isabelle, bien, à ce moment-là, quand ils obtiennent le volet ambassadeur, c'est que c'est les entreprises elles-mêmes qui sont capables de faire avancer aussi là, à travers leurs employés, leurs clients ou leurs collaborateurs des actions là, qui peuvent favoriser la saine gestion des matières résiduelles. David Loranger-King, merci beaucoup. Merci. Isabelle Courtois, merci. Christian Mathieu Fournier a procédé à la projection de son film En attendant Casimir au cinéma Alouette jeudi dernier. Le film documentaire met en valeur plusieurs acteurs de la région. Voici le reportage d'Arthur à ce sujet. En attendant Casimir a été présenté pour la dernière fois la semaine dernière au cinéma Alouette à Saint-Raymond. Voici un extrait de la présentation du film qui a eu lieu juste avant la projection. Le film, j'ai tourné pendant la COVID. Ça veut dire qu'il y avait juste moi qui pouvais entrer à l'intérieur de la résidence. C'était des gens, des personnes âgées qui restaient dans cette résidence-là. Il était 5. Puis, c'était pendant la période où il n'y avait pas de vaccin. Donc, j'ai dû demander la permission au propriétaire. Je leur ai dit, je vais aller passer un test afin de savoir si j'ai la COVID. Si je ne l'ai pas, est-ce que je peux aller filmer à l'intérieur pendant une semaine sans ressortir? Donc, je suis allé là vivre avec des résidents dans une résidence pendant 7 jours. Donc, ça m'a permis de filmer à 5 heures le matin comme à minuit le soir. Puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les plans que vous allez voir dans le film qui ont lieu la nuit ont été tournés pendant qu'il y avait un couvre-feu. Donc, absolument personne dans les rues. Ça fait que c'est comme il y a toujours une espèce de silence. Ça nous ramène un peu dans l'atmosphère de la pandémie.
J'ai discuté avec Christian Mathieu Fournier, le réalisateur du film, et Michel Beausoleil, qui fait apparition dans ce documentaire expérimental. C'est un film que j'ai tourné pendant la COVID, pendant la pandémie. Donc, c'est un film qui est très particulier, c'est un film silencieux. Il y a peu de monde qui viennent visiter ces gens-là. Quand je filmais la nuit, il n'y avait pas beaucoup de monde. Puis, j'ai filmé aussi la télévision, les émissions que ces personnes-là écoutaient, dont l'Info CJSR, le bulletin de nouvelles, qui était animé par Michel Beausoleil. Effectivement, Christian, quand il est arrivé avec son projet, justement, en studio, parce qu'il faut dire que le studio où on est actuellement, où on a vu dans le film, c'est la dernière fois qu'on faisait Info CJSR. En fait, de tout temps, ça faisait 5 ans qu'on était déjà installés là. Et c'était la dernière, en fait, Info CJSR. Christian était là avec nous autres depuis 2 ans. Et effectivement, il avait son projet de film et il disait, bon, la caméra va être quelque part à un moment donné, puis on s'en occupait pas, de toute façon, de la caméra, et on continuait nos affaires. On ne savait pas quel genre de film non plus il pouvait faire. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que ça nous permet de vivre un moment présent. Ça nous oblige à vivre le moment présent. C'est tout le thème du temps. En fait, l'horloge, le temps, l'attente, c'est quelque chose d'avant, c'est quelque chose dans le futur. Mais on oublie des fois de vivre le présent. Puis je trouve que ce moment-là, en tout cas, nous permet de vivre le présent. Moi, j'aime beaucoup les personnes âgées. C'était mon 3e film sur les personnes âgées. Puis j'ai toujours trouvé que ces moments-là, magiques parce que c'est des gens qui vivent dans le présent, comme Michel le disait tantôt. Puis avec eux, c'est pas compliqué. Ils sont au naturel, puis ils nous prennent comme on est. Tu sais, j'allais jaser avec eux sur la galerie. Petit, la confiance est née, le respect, puis on s'est mis à bâtir un film ensemble. J'avais vraiment une bonne idée. J'avais l'idée de filmer dans une résidence pendant 1 an, de filmer les derniers bulletins de nouvelles de Michel, puis de filmer ma fille courir dans le champ. À partir de là, ces choix-là étaient faits, mais quand tu les filmes, c'est une aventure, tu sais pas ce qui va arriver, tu n'as pas de scénario, tu n'as pas de répliques qui doivent être dites par des acteurs. C'est la vie devant toi. Après ça, tu as tout capté ça, puis là, tu t'assois pendant 16 semaines au montage avec le monteur qui était René. Puis là, il y a des choix à faire, tu sais. C'est là où ça devient... C'est comme un bloc de bois pour faire une sculpture, amener ça à une petite figurine. C'est beaucoup de travail, mais c'est pas du stress parce qu'on est 2. On s'échange des idées. Après ça, à mi-chemin, après 8 semaines, tu le montes à quelqu'un, à un groupe d'amis, des cinéastes, qui vont te guider, tu sais, qui vont dire si t'es dans le champ ou pas. Mais au final, c'est un des plus beaux moments. En fait, le documentaire, le scénario, il se construit au montage. En fiction, le scénario se construit avant le tournage. Pour son prochain documentaire, Christian s'est tourné vers les télés communautaires un peu partout au Québec. Il y a 20 télés communautaires au Québec qui sont associées avec le câbleau distributeur Cogeco. Je disais, ça me tente moi aussi d'aller les visiter. Fait qu'avec Charles Laviolette, qui était journaliste à CJSR, on est allé filmer toutes les télés communautaires. Il y en a 20, comme je le disais. Puis là, le film, c'est de rencontrer l'univers de ces gens-là. Il y en a sur la Côte-Nord, en Gaspésie, en Montérégie. Fait que c'est un film sur l'univers des télés communautaires. Comment chacune a ses particularités, comment ça se passe là-bas, leur rapport avec la communauté. Ça va être prêt le 15 mars. Il va y avoir une projection aussi au cinéma Alouette qui va se faire, puis après ça, il va passer à toutes les télés communautaires, puis toutes les Nous TV. Puis toutes celles autonomes de la Fédération. Donc, pas loin de 60 télés qui vont le projeter. C'est un film qui dure 58 minutes. On invite maintenant en studio M. François Lessard, le président du club de motoneige de Saint-Raymond, pour répondre à certaines questions. Bonjour, M. Lessard. Bonjour, M. Danick. La première question que je vais vous poser avec la saison de motoneige 2024-2025, est-ce qu'elle est bonne là, en ce moment, fin janvier? La saison de motoneige est exceptionnelle, elle est excellente cette année. Aujourd'hui, c'est notre 41e jour de surfaçage. On a commencé à surfacer le 20 décembre à partir de l'accueil Saguenay sur la ZEC Bastican-Nelson. Zach Bastican-Nelson, qu'on remercie de sa collaboration très précieuse. Parce qu'évidemment, l'hiver a commencé, la neige cet hiver est en altitude. Fait que aussitôt qu'on prend les montagnes, qu'on s'en va vers les ZEC, qu'on s'en va vers le parc des Laurentides, il y a beaucoup de neige, contrairement à une couverture neigeuse assez ordinaire à Saint-Raymond. Puis
pratiquement absente plus au sud. Là. Si on regarde les villes ou la section du comté qui est plus proche du fleuve Saint-Laurent ou la région de Québec, de la neige, il n'y en a à peu près pas, tandis que dans le parc des Laurentides, il y a beaucoup de neige. J'étais là lundi, il a tombé 30 cm de neige encore. J'étais là mardi, il y avait de la neige là incroyable. Fait que s'il y a encore des gens qui regardent le motoneige dans le garage, puis qui regardent dehors dans leur maison, puis qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de neige, venez-vous-en à Saint-Raymond, vous allez en trouver de la neige, pas à peu près. Justement, parce qu'au départ, ici à Saint-Raymond, les gens ont pu observer, bon, il y avait moins de neige qu'à l'habitude, mais c'était pas le cas là, plus haut dans les terres. Aussitôt qu'on prenait un peu d'altitude, qu'on arrivait dans les montagnes, la saison changeait complètement. On partait de pratiquement pas de neige, même on n'était pas capable d'ouvrir les sentiers à Saint-Raymond, tandis qu'on avait de la neige tant qu'on en voulait, à partir de l'accueil Saguenay, dans la ZEC Vatican-Nelson et vers le parc des Laurentides. C'est comme ça depuis le 20 décembre, ça n'a pas lâché, même si on a eu 3 épisodes de pluie, ça n'a pratiquement pas affecté le couvert neigeux. Les épisodes de pluie ont été beaucoup plus restreintes dans ces zones-là. La neige a été très abondante, fait que non, on a une saison, comme je vous dis, on a 40 jours de surfaçage de fête, on est encore, on termine le mois de janvier, fait qu'on a une grosse espoir pour le mois de février puis le mois de mars, fait que on devrait avoir une excellente saison. Comme je vous dis, ceux qui ont des motoneiges avec pas beaucoup de kilométrage de fête, ramenez ça par ici, vous allez avoir du plaisir. Monsieur Lessard, dans votre club de motoneige, il y a énormément de besoins bénévoles. La dernière fois qu'on s'était parlé, il y a quand même presque 3 ans maintenant, vous me disiez avoir besoin encore de bénévoles. Est-ce que c'est un besoin qui est encore ressenti auprès du club de motoneige? Un club de motoneige, n'importe quelle organisation qui fonctionne avec des bénévoles a toujours besoin de bénévoles pour faire toutes sortes de trucs. Un club de motoneige, c'est pas juste quelqu'un qui conduit une surfaceuse, c'est la personne la plus visible parce qu'on la voit dans sa machine gratter les sentiers puis tout ça. Mais on a besoin de personnes pour entretenir nos bâtiments, entretenir notre garage, couper des branches, faire de la signalisation. C'est toutes des tâches un peu moins visibles, mais tellement importantes pour nous permettre d'opérer, parce que sans ce travail-là avant, on ne peut pas se permettre d'ouvrir un sentier puis de le rendre sécuritaire pour les motoneigistes. Donc on a toujours besoin de bénévoles. S'il y a des gens qui veulent se joindre à nous autres, on a une belle page Facebook, on a un beau site Internet. Ils peuvent m'appeler directement. Je veux dire, je peux te donner mon numéro de téléphone. Oui, s'ils veulent m'appeler. Bon, 418-410-7845, 418-410-7845, François Lessard, mon nom. Ils peuvent m'appeler directement, ça me fait plaisir. Puis, même chose pour le secteur de Rivière-à-Pierre. S'il y a des gens de Rivière-à-Pierre qui écoutent votre émission et qui veulent donner un coup de main, dans ce secteur-là aussi, on a besoin de personnes. On accueille tout le monde les bras ouverts. On est content de recevoir le monde. Là, on parle de Saint-Raymond, la ZEC Vatican-Nelson, Rivière-à-Pierre. Vous couvrez assez large. Combien de kilomètres vous entretenez, vous, avec le club de motoneige? Le réseau du club de motoneige, c'est 320 km. Fait que c'est quand même un assez grand réseau. Nos surfaceuses sont dans les sentiers 7 jours sur 7. Même on a des surfaceuses pratiquement 12 heures par jour chacune. Donc on fait beaucoup de surfaçage. On doit avoir à peu près à date cet hiver 1000 heures de surfaçage de fit. Fait ça va continuer en février, ça va continuer en mars. Tant que Dame Nature va être généreuse pour nous autres, on va étirer ça tant qu'on va être capable. Monsieur Lessard, on a parlé du bénévolat. Il y a quand même d'autres dossiers. Quand on parle de motoneige dans Portneuf, on n'a pas le choix de parler du dossier des droits de passage qui, au début de la saison, là, en novembre, il y avait quand même des incertitudes. Est-ce qu'il y a eu l'inquiétude, vous, à propos de ce dossier-là? Oui, évidemment, c'est comme n'importe quelle entreprise, un club de motoneige, quand ça vit de l'incertitude, ça l'aime moins ça. Encore une fois, cette année, ça s'est réglé un peu à la dernière minute, un peu in extremis. La ZEC a accepté, on a signé une entente avec la ZEC, c'est ça qui nous a permis d'avoir des surfaceuses à l'accueil Saguenay et de pouvoir surfacer pendant un mois à partir de là parce que le couvert de neige à Saint-Raymond est insuffisant. Puis les propriétaires terriens, suite à la formation d'un comité dirigé par le préfet de la MRC, incluant des maires de Saint-Raymond et d'autres maires du comté, pour étudier ce dossier-là, puis finir par le régler sur une période
donner une pérennité un peu, puis une prévisibilité à la motoneige. Pas juste à Saint-Raymond aussi, là, les autres clubs étaient impactés aussi par ce problème-là. Nos voisins, ils étaient autant pris dans ce système-là. Fait que quand tu arrives encore à la dernière minute, là, tu te dis, ben, est-ce que je dépense de l'argent pour refaire un pont ou réparer un sentier qui a été endommagé par la pluie ou quelque chose comme ça pendant l'été? Faut essayer d'avoir, puis prévoir nos budgets aussi, évidemment, ça prend de l'argent. Fait que prévoir nos budgets en fonction de ça, ça va être le fun. On va être content la journée que ça va être réglé, pas vrai, mais présentement, la collaboration avec la ZEC, Betty Nelson, je les remercie beaucoup, est excellente, ça va bien. Les propriétaires terriens ont donné encore une fois cette année une chance aux négociations pour le comité de faire son travail. Fait que la balle est dans leur camp. Et j'aimerais peut-être qu'on parle des motoneigistes qui se seraient procurés des passes chez vous cette année. Est-ce que vous avez un chiffre à peu près de personnes qui ont embarqué avec vous dans le club de motoneige? Nous autres, on est contents. Notre prévente, c'est ça, on appelle ça une prévente. Notre prévente nous a donné environ 1690 membres à peu près. Tout ça de mémoire, mais on tombe dans ces eaux-là. C'est sensiblement ce qu'on avait un petit peu avant la COVID. Pendant que les gens n'ont pas pu voyager, on a eu une petite montée parce qu'il y a des gens qui avaient des motoneiges qui avaient arrêté d'acheter des passes parce qu'ils passaient l'hiver en Floride, des trucs comme ça. Sont revenus pendant la COVID. Évidemment, ils sont retournés en Floride. En COVID, vous avez eu un peu plus de En COVID, on a eu un peu plus. Ça monte un petit peu. Là, on est revenu à peu près au stade de l'avant-COVID. Fait que, évidemment, on travaille fort pour garder les motoneigistes, les attirer. À Saint-Raymond, ben, on s'annonce, on a plusieurs stationnements incitatifs. Encore ce matin, j'étais dans un. Des gens de Joliette, des gens de Saint-Hyacinthe, des gens de Drummondville, des gens de Trois-Rivières qui viennent faire de la motoneige à Saint-Raymond. Qui apprécient nos sentiers, qui apprécient le travail qu'on fait. Fait qu'évidemment, ils s'en rappellent quand c'est le temps d'acheter leur droit d'accès. On les remercie eux autres aussi bien beaucoup parce que c'est avec ces gens-là qu'on réussit à vivre. Je veux dire, la motoneige, c'est avec les droits d'accès. Fait que pas de droit d'accès. Il n'y a rien qui existe. Le réseau complet tombe. C'est vraiment les motoneigistes qui payent pour leur réseau. Donc, on est le 30 janvier au moment de faire cette entrevue. Comme vous nous l'avez dit, vous avez déjà 40 jours de surfaçage de fait. La saison va bien. On espère que pour les au moins 2 prochains mois, on a encore le même rythme là, et la même belle saison qui se poursuit. On a presque eu des confirmations de Mère Nature là-dessus. Là. Je veux dire, on s'attend vraiment à avoir un hiver, très très bon hiver, content de notre hiver. Avoir beaucoup d'heures de surfaçage, d'avoir une saison. Si on est capable d'avoir une saison, là, comme je vous dis, si on est capable de multiplier ça, 120, 130 jours de motoneige, on sera content. On sera très, très, très content. Je veux dire, puis Saint-Raymond va devenir, tant qu'à moi, un genre de camp de base pour la motoneige. Avec les changements climatiques qui s'en viennent, il y a des régions qui vont avoir de moins en moins de neige, puis ils vont en avoir de moins en moins longtemps. Fait que les gens qui vont vouloir continuer à pratiquer de la motoneige, il va falloir qu'ils fassent comme les gens qui font du ski ou qui jouent du golf. Le gars qui fait du ski, il met ses skis dans son auto le matin, il se rend à son centre de ski préféré, il fait son ski toute la journée, puis il retourne chez eux le soir. Ou il part pas de la maison chez eux en disant, à quelques exceptions près, là, les gens, il faut qu'ils se déplacent pour aller faire du ski, du golf, n'importe quoi. Fait que ça va être pareil pour la motoneige, les gens, il faut qu'ils se déplacent. On les a préparé plusieurs stationnements incitatifs à Saint-Raymond. Puis M. Lesage dans le rang Saguenay, évidemment. Fait que, je veux dire, les gens arrivent de partout, c'est facile de se stationner, ils trouvent les stationnements sont proches des services, sont proches des sentiers. Fait que, on arrive dans l'accueil des gens de partout, puis on en veut encore plus. Alors, François Lessard, merci d'avoir été des nôtres pour l'entrevue de CJSR. Au nom de l'équipe de CJSR, merci à vos bénévoles de mettre l'épaule à la roue pour que la saison se passe bien. Merci d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir, M. Danick. Merci. Alors, on poursuit dans le bulletin d'information rapidement pour terminer les élections municipales qui arrivent à grands pas à Deschambault-Grondines. Le maire en place, Patrick Bouillet, a annoncé qu'il ne va pas solliciter de nouveaux mandats à la mairie. Donc, il en va de même, on comprend, pour un poste de conseiller municipal. On rappelle qu'il avait occupé de 2009 à 2021 le poste de conseiller municipal à Deschambault-Grondines. Dans un article de Pierre Paquette du Courrier de Portneuf, on apprend que M. Bouillet voulait profiter de son mandat pour
assurer une période de transition avec la mairie de l'ancien maire, M. Gaston Arcand. Selon Patrick Bouillet, lors des dernières élections, plusieurs nouveaux membres du conseil ont apporté de nouvelles idées légitimes pour l'avenir de la municipalité et il fallait bien les aiguiller dans la réalisation de leurs objectifs. Voilà ce qui complète le bulletin d'information. Merci à Arthur Bordelot, à Tony Vézina et à Luc Robitaille pour leur aide à la technique. Merci à nos invités. Merci à Philippe pour son reportage. On se retrouve la semaine prochaine. Voici les images de l'Axe-Île en fête qui a eu lieu lors de la dernière fin de semaine.